Bon, bah, merci à tous d'être ici. Alors parlez plus fort quand même parce qu'on n'a pas de HF aujourd'hui, donc il faut vraiment avoir une voix qui porte un peu. Donc merci à tous d'être ici. Voilà, donc pour l'explication de la séance, donc comme disait M. Doutrio, c'est une séance un peu récapitulative où on cherche à faire se rencontrer les 4 invités qu'on a eu tout au long du semestre, et les faire se rencontrer les uns les autres, même si je pense que vous connaissez déjà un peu, et les faire rencontrer aux différents étudiants qui sont là, pour pouvoir soit approfondir les questions qu'on n'a pas eu le temps de poser pendant les conférences, mais aussi poser d'autres questions qui arrivent sur le tas. Donc l'idée, en fait, voilà, on s'est posé un peu la question avec Chloé, finalement du processus de conception, pourquoi est-ce ces séances-là étaient prévues, et donc du coup on a demandé à M. Doutrio de nous expliquer un peu. L'idée du processus de conception, c'est le processus de concevoir, et finalement quoi de mieux que de rencontrer quand on est étudiant les différents protagonistes, c'est-à-dire à la fois enseignants et professionnels dans le milieu de l'architecture ou de l'art. Et du coup, voilà, c'était une occasion aussi de rencontrer des professionnels qui peuvent nous parler de leur métier, nous poser des questions qui sont des questions qui nous taraudent en tant que potentiel futur architecte ou pas d'ailleurs, mais qui sont des questions qui animent à mon avis tout le monde. Et voilà. Donc, du coup, évidemment, c'était le moment de remercier M. Doutrio et M. Meigneux pour l'ensemble du cours, des rencontres du coup qu'on a pu faire. On remercie aussi les invités, du coup, merci d'être là. Et je pense qu'on va faire du coup un récapitulatif voilà, des différentes conférences qu'on a faites avec chacun d'entre vous. Donc d'abord avec vous, M. Chapon, ensuite du coup avec M. Serrault qui ne peut pas être là, ensuite avec vous, M. Gazo, et pour finir avec Mme Bouillet. Donc oui, je vais revenir sur cette image. Voilà, l'idée en fait, parce qu'il y a quand même un appui visuel, hein, c'est que l'idée c'est de repartir avec le sourire, des connaissances plein la tête, et voilà, pour justement imaginer un peu cette rencontre entre enseignants professionnels et étudiants. Voilà. On trouvait que ça pouvait imager la chose. On espère que ça va. Ok, donc on a aussi fait quelques appos sur le travail qu'on a vu au fur et à mesure. Donc d'abord avec vous, M. Duchesne, le travail sur les maquettes, sur la façon de traiter les volumes finalement, donc avec de multiples échantillons, et du coup ce travail qui peut être réalisé aussi en grande situation, et du coup la façon dont vous exposez aussi votre travail, donc à travers des revues ou bien des blogs, et ensuite voir un peu le travail que vous avez fait à Saint-Ouen aussi, qui était très intéressant. Et du coup, c'est les travaux qui sont les plus ressortis de votre première conférence. Donc, du coup, est-ce que du coup, on a plus ou moins bien synthétisé le tout il y a dommage. Non, c'est bon. Et du coup, je crois que l'idée, ouais, c'est ça. L'idée, c'était en fait d'essayer de remettre en lumière un peu toutes les choses qui ont été abordées. On a essayé de remettre du coup l'auditorium de Bondy, qui était en plus quelque chose qui a suivi un peu toutes nos conférences, puisque M. Doutrio a fait un enregistrement dans l'auditorium en lui-même, qui du coup est revenu un peu comme un leitmotiv pendant les fins de séance. Donc, voilà, du coup, c'était un peu l'idée de remettre en lumière tout ça. Voilà, l'équipement de pétanque qu'on a pu approfondir en voyant un peu comment les usagers avaient pu se l'approprier. La revue Pragma, qui était finalement, c'était intéressant parce que tout de suite on a été confronté à qu'est-ce que c'est que d'exercer l'architecture, est-ce que c'est exercer uniquement en agence, mais aussi s'orienter sur d'autres choses, c'est-à-dire la recherche, et ensuite l'enseignement évidemment. Mais voilà, le Pragma, le blog Crabzine qu'on n'a pas pu mettre là, et le côté maquette, qui était assez intéressant. Voilà, donc du coup, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter? Moi, c'est un extrait de photos de maquette que je mets dans mon intitulé de cours, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ouais. ça. C'est pas moi, en bas à gauche. Enfin, c'est pas l'agence, je veux dire. D'accord, ça c'est sur votre site. Ouais, les images en bas à gauche, non? Non, c'est des images que moi j'ai prises, qui ont été d'accord. communiquées par Sur le vous. site. C'est Christian Grèce. C'est pas
Ça pose la question de à quel point on peut valoriser le travail d'enseignement comme un travail aussi à soi, donc on est un peu impliqué. Il y a effectivement peut-être un décalage entre le travail en agence et le travail en enseignement. Ouais, alors, c'est pas forcément aussi décalé que ça, parce que c'est la première fois que je les vois comme ça parmi tout. C'est assez marrant de voir le travail de quelqu'un d'autre là-dedans, mais c'est la démarche de recherche en fait, et d'expérimentation que révèlent ces maquettes, et je pense qu'il y a une des démarches qu'on a au sein de l'agence. Donc finalement, c'est pas complètement exogène à notre entité. Hein. Donc non, là, c'est assez bien résumé, je pense. L'idée de la recherche, en fait, en agence, c'est un truc quand même assez important. J'insiste là-dessus, Pragma notamment. On est en train de bientôt sortir le numéro 2. C'est très difficile et long et laborieux, mais c'est quelque chose qui, en fait, stimule complètement notre façon de regarder le monde et nous fait évoluer en fait, au fur et à mesure des années, parce que c'est un peu long, un peu lent par rapport au rythme des projets, on fait pas forcément le temps. Et je me rends compte, avec la gestation du numéro 2, que c'est extrêmement nourricier. C'est-à-dire que c'est un appui qui est assez essentiel. Si on était uniquement dans la production pure et dure, finalement, on aurait tendance à un peu vite s'étioler, vite s'essouffler. Et pour nous, c'est vraiment, on va chercher notre oxygène là-dedans. Et comment ça se passe finalement quand vous dites on est sur le numéro 2, c'est que ça se passe comment? Vous allez chercher, vous faites des recherches, vous avez des gens qui viennent vous voir en vous disant ça c'est super, il faudra vraiment. Parce que j'ai regardé un peu on a regardé un peu sur le blog Crabzine, etc. Ouais. Il y a beaucoup de sujets très éclectiques. Éclectique, oui. Ouais. Et du coup, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir parler de plein de choses en même temps de. Alors, le blog Crabzine est un peu différent de Pragma, du cahier là, de recherche. C'est quelque chose qui se veut assez libre et assez ouvert. D'ailleurs, avec les gens invités, n'importe qui peut écrire, c'est très libre. Parce qu'on laisse un peu l'envers du décor. C'est pas un blog critique comme, je ne sais pas si vous connaissez certains blogs d'architecture, mais l'Abeille l'architecte, on va dire, qui sont dans la critique plus classique, un peu moqueur, un peu. Il y avait Archicool un temps, ce genre de site, c'est pas du tout ça. L'idée, elle est plus. C'est plus une posture de point de vue sur la société, ou de critique générale de la manière dont on fait l'architecture, mais pas d'architecte en particulier, c'est pas le sujet. Le blog, c'est important. Du coup, le cahier de recherche, c'est uniquement sur l'agence, c'est sur les ouais, le cahier de recherche, c'est uniquement des pistes de travail dans l'agence, en fait. Et c'est le cahier de recherche en architecture pratique, en fait. Et c'est l'idée qu'à chaque fois qu'on fait de la pratique, finalement, on expérimente des choses et que il faut se mettre dans une posture un peu de recherche, et pas de recopie permanente de choses qu'on faisait déjà avant et on fait comme d'habitude. En fait. C'est une occasion aussi de penser en dehors de la commande, peut-être. Ouais, complètement. Et voire même de provoquer la commande aussi. Stratégiquement. Oui, parce qu'on a un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. Ouais, la qualité de la commande va dépendre de la qualité de notre réflexion en amont. Ouais, ça aide. En fait, ça permet de toucher aussi des clients ou l'intérêt de certaines personnes qui finalement n'auraient pas imaginé pouvoir faire, s'aventurer dans des terrains qu'eux-mêmes ne connaissaient pas trop. Voilà. Ok, alors du coup, on vous a demandé d'apporter un objet, donc pourquoi celui-ci en particulier? Et qu'est-ce donc? Qu'est-ce que alors non, c'est un objet, c'est une feuille d'arbre, donc c'est un objet un peu de dernière minute, je ne le nie pas, mais en fait c'est pas un objet, c'est un morceau d'être vivant, c'est ça qui est intéressant. Et finalement c'est une manière de dire que pourquoi j'ai amené ça? Parce que c'est la feuille d'un arbre. Et un arbre, c'est quelque chose, un être vivant, mais c'est incroyable comme l'intelligence d'un arbre en fait. Et c'est ça que je veux révéler, c'est que l'arbre a utilisé les feuilles pour déployer le maximum de surface d'échange avec son environnement, son atmosphère, puisqu'il en tire, c'est le meilleur moyen d'avoir la plus grande surface possible. Pour faire de la photosynthèse, pour fabriquer de la matière, en fait, entre le sol et l'air. Et tout ça pour dire que en fait, c'est un peu une posture un peu générale de l'agence, c'est la manière dont on fait l'architecture, c'est vraiment en tenant compte de l'environnement dans lequel on travaille, qu'il soit strictement physique comme ça,
avec les échanges chimiques et ainsi de suite, mais aussi social ou urbain, enfin structurel, je dirais. Et l'idée, c'est de se dire que, en fait, il y a un changement de paradigme qui se passe là, on en parle depuis 10-15 ans, mais qui est vachement important. C'est que le XXe siècle est révolu, le fait qu'on vive sur la matière végétale, en fait. Le pétrole, c'est jamais que de la matière végétale décomposée, en fait. C'est fini et il faut qu'on change notre façon de faire. Qu'on vive dans un microcosme et dans ce vaisseau spatial sur lequel on est tous ensemble. Et l'idée là, en fait, c'est de dire qu'on vit parmi les plantes. Finalement, la première chose qui colonise cette planète, c'est les arbres. Et sans ces arbres, on ne serait pas là, en fait. C'est eux qui produisent l'oxygène, c'est eux qui nous alimentent, et ainsi de suite. Donc c'est hyper important, c'est vraiment une posture, c'est de se positionner au sein de son environnement, de son biotope. Voilà. Et c'est un peu la démarche fondamentale de l'agence là-dessus, et on poursuit, nous, cette vision-là dans l'agence, en tout cas dans la manière dont on fait et on conçoit nos projets. Comment on fait dans ces cas-là? Une question plus générique peut-être, mais effectivement, quand on a une conscience écologique, en tout cas, de notre impact sur l'environnement, quand on est aussi à côté dans une logique d'agence où il faut de toute façon répondre et produire, de temps en temps, produire pour produire, parce qu'on peut répondre à des appels d'offres où on se dit, est-ce bien nécessaire de construire ça ici? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Mais en même temps, on est un peu limité parce qu'on est dans une logique de réponse à l'appel d'offres et on a très peu, et je me demande, c'est peut-être aussi le lien avec la recherche justement et avec d'autres. Je pense que ça se pose un peu à tout le monde, mais... Alors, dans ce cas-là, on ne se pose pas la question de est-ce bien nécessaire s'il faut construire là. Je dirais que ce n'est pas forcément notre prérogative. Par contre, on se pose la question de comment on va le construire intelligemment. Et voilà, pour que finalement ça tire parti des contraintes environnementales, plus ou moins. D'accord. Dommage que David Serrero ne soit pas ici, puisque justement ça aurait été bien qu'il rebondisse sur l'objet, vu que lui travaille beaucoup avec les éléments naturels, donc par le biomimétisme, et du coup il récupère les matières naturelles finalement pour en faire des bâtiments, en faire des motifs et tester des textures graphiques un peu. Et après il s'intéresse beaucoup à la question du bioclimatique justement, c'est cette manière d'interagir dans l'environnement et du coup d'en créer des bâtiments très intéressants. Et si vous voulez rebondir sur cela, à sa place du coup. Peut-être, moi ce qui m'a semblé intéressant dans le cas de David, et c'est peut-être un des rares cas où ça a été aussi net, en fait on a pas mal bougé, pas mal suivi sa trajectoire de vie, en fait, sa biographie qui est assez étonnante, assez curieuse, assez complexe, assez riche, pas mal de rebondissements, le passage aux États-Unis, l'intégration dans le labo de Columbia avec le Paperless Studio, etc. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment, entre ce que racontent les images plutôt sur la gauche de cette présentation et le travail à la médiathèque de Bayeux, comment il y a une sorte de crise qui s'opère dans la trajectoire d'un gars, somme toute, quand même plutôt jeune, et qui consiste à dire révision critique sur la morphogénétique et la manière dont elle peut esquiver finalement la question de la matérialité, enfin l'entendre, et comment je peux intégrer la recherche dans le monde du numérique en la réinjectant, non plus dans le macro de la production de la membrane et de l'enveloppe, mais plutôt dans le micro de la constitution en intégrant la question de la bionique, la manière dont une surface peut répondre aux sollicitations de l'environnement extérieur, son intelligence propre, et une sorte de dimension tout d'un coup beaucoup plus, à la fois beaucoup plus calme et beaucoup plus riche finalement du travail dans cette deuxième génération de son approche. C'est la différence qu'on peut faire entre le caractère très spectaculaire de
de la transposition, disons peut-être assez formelle quelque part, entre ce que nous raconte le motif floral à gauche, la manière dont il se décline dans la façade, ce qu'on voit là au-dessus de biomimétisme dans le cadre de cette première médiathèque, je ne me souviens plus de son nom exactement, et puis ce que nous raconte la façade de Bayeux, qu'on devine à peine, mais enfin, dans la partie basse du cliché en façade, on a un dispositif très fin de tissage. Alors il y a le motif de la tapisserie de Bayeux qui est là quelque part, mais c'est pas véritablement ça la question, c'est la manière dont l'intégration de la problématique du milieu, finalement, pour reprendre les termes de Brice, s'effectue de façon plus sophistiquée et tranquille, je dirais. Alors, du coup, on va passer à vous, monsieur Gazo. Donc, ce qu'on trouve intéressant, c'est la façon dont vous traitiez en général les façades de vos bâtiments. Et puis après, on a aussi ce fameux bâtiment, les logements proposiers du coup à Ourcq, qui je pense est le travail le plus représenté dans l'école. En tout cas, on l'étudie énormément et du coup, c'est ce qui nous permet déjà de connaître le personnage. C'est moi le personnage. Oui. Et après, vous avez aussi votre cours sur les bibliothèques, du coup, qui est déjà très intéressant dans la manière de l'expliquer, dans la façon de rentrer dans les espaces et de les connaître différemment finalement avec le travail sur l'écriture et la dimension des lieux finalement, comment on les appréhende. Et après, le paysage du Grand Paris, qui est le projet du coup que vous avez participé, je pense. Enfin, là, c'est ce que j'ai le plus échappé du coup de la conférence. Et... On va rebondir dessus ou parler peut-être de votre objet. Oui, de votre objet, par exemple. Non, mais bon, c'est assez, de toute façon, toujours assez surprenant, mais bon, pas tant que ça, finalement, de voir un peu comment les étudiants peuvent résumer un peu. C'est un exercice très complexe. Ouais, non, mais c'est on s'excuse d'avance. Non. On s'était dit, bon, on va faire un mea culpa direct avant, mais. Non, mais en fait, c'est résumé par en gros deux bâtiments. Enfin, si je mets à part la recherche qu'on fait à la IGP, qu'on a fait à la IGP, c'est vrai que c'est un des premiers bâtiments que j'ai réalisé. À une période où effectivement ce bâtiment était quand même assez transgressif d'une certaine manière, mais dans une situation de l'architecture en France qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui, mais qui est un petit bâtiment très précis, qui en même temps, pour autant qui est un petit bâtiment, mais qui touche à beaucoup de choses en fait, puisque c'est effectivement le premier thème, c'est une réflexion sur l'habitat, mais c'est une réflexion sur la construction, sur les matériaux, sur cette fameuse brique noire, sur évidemment l'insertion urbaine qui était à l'époque, réellement un bâtiment très, très radical par rapport à ce qui était permis à l'époque, sur la réglementation, sur les règles, etc. Donc c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans ce bâtiment. Enfin bon, après c'est pas à moi de juger de sa pertinence, mais c'est que on peut voir que sur un bâtiment quand même somme toute très petit, où les enjeux semblent finalement assez dérisoires ou assez banals, on peut quand même ouvrir assez largement, assez généreusement la réflexion à des sujets beaucoup plus vastes. Et bon, après, il se trouve que c'est vrai que ce projet a une fortune médiatique plutôt assez importante. C'est assez drôle parce que depuis que j'ai construit ce bâtiment, tous les ans, donc ça fait presque 30 ans maintenant. Enfin non, pas 30, enfin quasiment 25 ans. Tous les ans, c'est incroyable, quoi. Je reçois des mails 2 fois par an, au début de l'année, puis en milieu d'année, ça correspond au semestre,
mais du monde entier, des étudiants d'écoles japonaises, chinoises, américaines, enfin canadiennes, évidemment françaises, qui me demandent des informations sur ce bâtiment. Ça veut dire que quand même c'est un bâtiment je pense, qui a touché du doigt un certain nombre de choses, et certaines résonances. Et puis l'autre bâtiment donc, que vous avez sélectionné, donc qui est un bâtiment totalement différent, ça n'a rien à voir déjà par sa taille, par les sujets aussi qu'il touche, enfin qu'il va aborder, le problème de la santé, le problème des gros bâtiments, le problème un hôpital, c'est avant tout une question de flux, comment gérer des flux très importants. Mais en même temps, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'on parle toujours de la même chose, en fait, de la matière, de l'insertion urbaine, de la vie des gens, on habite dans un hôpital. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut que vous reteniez, en fait, c'est que l'échelle n'a pas trop d'importance. Après, c'est la manière, c'est ce qu'on va mettre dans voilà, on sait bien, vous avez étudié un certain nombre de maisons, voilà, d'architectes, voilà, de maisons du XXe siècle. J'imagine que vous avez tous fait cet exercice, les maquettes et tout. Vous voyez bien que dans toutes ces maisons, quelle que soit leur échelle, voilà, on revient toujours à refaire le monde et à se reposer des questions qui, elles, n'ont pas d'échelle, en fait. Juste un point sur les titres que vous avez mis, parce que bon, plisser, doubler, c'est bien vu. Imprimer, ça peut engager une ambiguïté, parce que l'imprimer, c'est en fait, ce verre s'appelle le verre imprimé, mais c'est pas de la sérigraphie. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, ça s'appelle le verre imprimé. Enfin, moi j'appelle ça le verre cathédrale plutôt. Donc là, l'action, c'est pas, voilà, bon, c'est plutôt. Je dirais là, il y a plutôt une fonction moi, ce qui m'a, enfin, alors, c'est une fonction plutôt d'articulation. Enfin, moi, on avait associé ça quand on a conçu la façon d'attacher ces verres là sur la structure, sur les épines qui normalement devraient être intérieures. Les épines de contreventement qui en général sont à l'intérieur d'une paroi. Alors, on l'a mis à l'extérieur justement pour créer cette épaisseur de à peu près 20 cm. Et donc c'est plutôt un peu comme un corset, en fait, comme les attaches d'un corset. C'est pas une métaphore qu'on avait au début, hein, on n'est pas parti là-dessus, on a plutôt essayé de régler les choses, puis après on s'est dit tiens c'est marrant. Enfin, quand vous le voyez en gros plan, vraiment c'est ce que ça inspire. Alors du coup j'en ai envie ce que j'ai apporté. Voilà, qui est quelque chose, qui est un objet qui est issu d'un autre projet, qui est l'UFR d'odontologie de Clermont-Ferrand, où alors bon, effectivement, vous l'avez dit, on se pose pas mal les questions d'enveloppe, de façade. Pourquoi ? Parce que, alors c'est assez intéressant par rapport à ce que Brice vient de dire, parce qu'au-delà de ce que tu viens de dire, et que je partage tout à fait, j'essaie d'aller, enfin avec mes bâtiments, j'essaie aussi de dire, bon, effectivement, on appartient à un paysage, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà de ça, c'est de faire en sorte que le bâtiment crée lui-même son propre paysage, que le bâtiment devienne, de cette manière, un paysage. Donc, alors après, ça prend, suivant les projets, les situations et les contextes, soit c'est la plantation qui est importante, soit c'est la compacité. Par exemple, c'est le cas du lycée des Tempes qu'on a fait, là, qui est entre la suburbia et la campagne, où on a fait une espèce de grosse bête très très compacte, avec des toitures qui viennent se prolonger finalement la campagne environnante. Soit ça passe par les façades, donc c'est évidemment le cas de Necker, et c'est le cas aussi de cette UFR, où on a imaginé un truc un peu fou. Alors c'est ça moi qui m'intéresse en fait, c'est toujours de rechercher un petit peu des choses qu'on n'a pas fait, enfin que nous on n'a pas fait. C'est pas l'idée d'être original à tout prix, mais c'est justement de dire voilà comment on pourrait traduire une situation d'une manière nouvelle. Et donc on avait imaginé voilà, recouvrir
pour des tas de raisons, dont une était que si tu pouvais faire, il y avait aussi un centre de soins, donc on voulait, qui sont finalement, enfin, qui ont trait aux soins dentaires, mais qui finalement ont des programmes et des utilisations très différentes, donc des espaces très différents. Mais on voulait qu'il y ait une unité. On a complètement enveloppé ce bâtiment avec, je crois qu'il y en a 99 000 sphères comme ça. Donc on s'est qui crée un espèce de paysage devant le bâtiment, bon, qui sert aussi à tout un tas de choses. Et donc on s'est posé la question de comment le restituer. Donc voilà, j'avais cette idée de faire ces sphères qui passaient. Donc on a commencé à travailler avec des boules en verre et tout ça, mais c'était pas très facile, puis c'était trop cher. Donc on a eu l'idée de reconstituer des sphères avec ce système-là. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que finalement, on a dessiné une maquette en carton, on est arrivé à ça, et ce qui est vraiment le plus, comment dire, le plus satisfaisant dans l'histoire, c'est qu'on a réussi vraiment, en partant d'un truc qu'on a complètement inventé, à le réaliser exactement comme on l'avait dessiné. Et sans avoir au début, savoir comment on allait le réaliser. Et en fait, ça, c'est un élément qui est extrudé, c'est en aluminium, c'est extrudé dans une barre d'aluminium brute. Donc, nous, au départ, on pensait qu'on aurait à coller, c'était pas terrible. Finalement, on a trouvé le fabricant, c'est les Turcs qui font ça, avec des machines, outils allemandes, un peu de génération, qui rachètent à bas prix, parce que, voilà. Et en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a réussi à inventer une petite façade comme ça, mais qui est techniquement assez sophistiquée, tout en restant très simple. Donc en fait, bon voilà, que la façade, c'est, je ne sais pas si vous avez vu ce bâtiment là-dedans, sur mon site ou ailleurs. Et en fait, on enfile ça sur un câble en inox qui est attaché, tiré avec soutenu avec des ressorts haut et bas. Voilà, là il y a un petit tube de téflon qui permet d'éviter les frottements et surtout d'éviter les bruits. Et donc ça tourne, c'est ça qui était assez amusant, c'est réellement cinétique. C'est mobile avec le vent. Voilà, donc ça crée un paysage vraiment très très fort et de l'intérieur. C'est intéressant, c'est de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Donc, on imagine que ça peut travailler sur les lumières. Oui, alors non, mais il y a tous les faits cinétiques possibles, bien entendu. Merci. Juste sur la question de l'échelle, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Je pense que, indépendamment de la qualité du projet, je pense que justement le fait que cette maison-là, ce groupe de logements soit un petit projet, comme tu disais, en tout cas d'un programme assez simple en apparence, ce qui fait aussi qu'il permet d'être médiatisé beaucoup plus facilement parce qu'on peut l'aborder dans son ensemble tout de suite. Et quand on voit la photo par rapport aux autres bâtiments, on a tout de suite effectivement l'ensemble du projet, l'ensemble du bâtiment qu'on conçoit dans sa globalité, tandis que des projets beaucoup plus grands, on ne peut les appréhender que par partie. C'est peut-être pour rebondir un peu sur le travail artistique dans un deuxième temps, où effectivement dans le travail artistique on a tendance à créer un objet qui est appréhensible dans sa globalité tout de suite. Et je pense, voilà, je me demandais en t'écoutant, je suis d'accord que effectivement, peu importe l'échelle, ça demande la même qualité, la même attention. Mais par contre, au niveau de la conception, par contre, au niveau de la réception et de la diffusion, peut-être que des choses de petite échelle sont plus facilement appréhensibles d'une manière plus large, en fait. Et puis je pense aussi, rétrospectivement, je me disais, quelle chance aussi de pouvoir prendre un bâtiment dans Paris avec ce type de photo, enfin d'avoir une photo qui permet d'avoir parce qu'il y avait la photo de l'autre côté, l'autre façade aussi qui était... La photo, alors c'est l'occasion d'en parler de Jean-Marie Montier, qui malheureusement est mort il y a une dizaine d'années maintenant, qui a été pendant longtemps mon photographe. Moi j'aime bien avoir des relations assez fidèles avec les photographes. En général j'ai un photographe, même si après il y a toujours des gens qui viennent proposer des photos. Bon, des fois j'en prends une ou deux parce que elles sont intéressantes, mais et avec Jean-Marie, on allait sur les... il venait voir à l'agence les projets en train de se faire, on allait sur le site pendant le chantier, enfin bon, voilà, il savait exactement comment restituer un petit peu le projet, quel que soit le projet. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je travaille avec Philippe Ruot, avec lequel on a la même relation assez forte.
Et je pense d'ailleurs ce serait intéressant de faire venir certains photographes d'architecture, parce que c'est vraiment un regard particulier. Et bon, alors il y en a certains qui sont vraiment très intéressants, enfin qui ont vraiment déjà une histoire particulière. Donc, je pense à Philippe Ruot, qui photographie Coulasse depuis très très longtemps, qui était à un moment le photographe majeur des premiers projets de nouvelles. Et je pense que ces images ont vraiment contribué à donner beaucoup d'ampleur au projet de nouvelles, parce qu'il a une façon de photographier un peu particulière. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant de... Brice Mogis, c'est dans l'oreille dont tu parlais. C'est ce que j'en disais, ouais. ce que je disais. Pourquoi ne pas inviter un photographe au des photographes à la place de nous. Non, mais après, je ne sais pas dans quel cadre, mais je pense que... alors, des photographes, oui, bien sûr, ouais. mais aussi des gens qui photographient l'architecture, et oui, il y en a quand même. Ouais. Mais est-ce que tu peux dire en 2 mots, la caractéristique particulière du travail de Philippe Ruot? Philippe, c'est quelqu'un qui a une énorme culture architecturale, donc et qui en même temps se pose, qui est quelqu'un qui est concerné par beaucoup de problématiques culturelles. Donc il a forcément un regard à la fois très informé, c'est pas quelqu'un qui arrive devant un bâtiment et qui va juste essayer de capter les qualités ou les valeurs formelles d'un bâtiment. Voilà, alors, ce qui est intéressant avec Jean-Marie, on se connaissait très bien, puis à la limite, on avait commencé en même temps. Il avait commencé un peu la photo d'architecture avec mes premiers projets. Et donc avec Philippe, ce que j'aime bien chez lui, c'est que des fois, il m'apporte des photos complètement inattendues. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que bon, il y a certains projets quand même qui sont photographiés par d'autres photographes, soit que j'ai sollicité, soit qui viennent m'apporter leurs photos. Et qui, comme ça, de prime abord, je dis, ah ouais, tiens, ça c'est pas mal, ça il a pas su, le Ruot a pas su le voir et tout. Et après, plusieurs années après, je reprends des projets pour les montrer, pour une publication, pour une conf et tout. Et en fait, à chaque fois, je m'aperçois que finalement, les photos qui restent, c'est celles de Philippe Ruot. Parce que même aussi au départ, c'est pas celles que j'attendais, mais quelques années plus tard, je me dis, bah oui, effectivement, ce bâtiment, c'est ça. Donc, souvent, c'est des photos qui sont souvent très très contrastées, qui ne sont pas forcément immédiatement séduisantes. Il joue beaucoup sur les ombres, souvent c'est assez noir. Il a eu beaucoup de problèmes au début, par exemple avec la première période AMC, il était tout le temps jeté parce que ses photos étaient trop foncées, trop noires. Les gens, c'est quoi ce truc-là? Bon. Donc ce que moi j'ai une impression, c'est que ton travail que tu nous as vraiment bien exposé quand tu es venu ici, et qu'on arrive bien à comprendre par rapport au cours que tu mets en place, je trouve très bien à comprendre. Philippe a développé un cours qui est un cours d'histoire, une autre histoire de l'architecture, couvrant en gros le grand 20e, on pourrait dire, et dont je pourrais dire avec mes mots à moi, qu'il nous éclaire sur une certaine relation à la pratique, qui n'est pas une relation à la pratique uniquement nourrie par l'univers ou la technique et la préoccupation de l'organisation des choses, qui n'est pas stricto sensu rationaliste, je dirais, mais qui va chercher les enjeux techniques et qui les croise avec des enjeux qui ont trait à la perception sensible, de nature, je dirais, phénoménologique en fait. Je trouve que c'est un travail vraiment sur la phénoménologie, dont on rend bien compte ces 3 détails comme ça pris sur le bâtiment de Necker. Et il me semble justement, je me permets ce petit propos, parce qu'il me semble que le travail de Philippe Ruot, que moi j'ai croisé aussi en tant que chercheur sur des bâtiments sur lesquels je m'interroge, etc., je trouve qu'il y a une présence dans la photographie chez Ruot que je n'arrive pas, avec mes petits moyens, par exemple, à rendre compte avec mes propres... Oui, c'est sûr, c'est justement l'ambiance, quoi, bien sûr, c'est ça. Mais, et notamment, donc on a le livre là, qui est là sur Necker, on l'a fait vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un livre à la fois...
Bon, il y a Paul Ardan qui a fait un texte, mais on l'a conçu vraiment avec Philippe. Il a pris le bâtiment sur plusieurs saisons. Moi, je voulais avoir plusieurs ambiances, qu'on voit le bâtiment de l'extérieur, de l'intérieur, l'hiver, l'été, avec de la chaleur, ou au printemps, enfin bon, sous certains ciels gris ou très bleus. Et donc, sur une année et demie, il a pris des photos qu'on a choisies ensemble. Et donc, celle-là, il n'y a que des photos de lui, enfin par une ou deux de chantiers que j'ai prises. Et c'est vraiment, on a vraiment fait à la fois le texte et les photos ensemble, quoi. C'est vraiment un concept assez global qu'on a vraiment fait ensemble. Voilà, par exemple, ce genre de photos où on est un peu dedans et on essaie de toucher un petit peu ce qu'on ressent. La pénombre est assumée dans la photo. Oui, voilà. Voilà, en plus, comme on est vraiment dans la pénombre, c'est total. Donc maintenant, nous passons non, c'est pas étiré en plus. C'est juste... Si, parce que t'es 4e et là t'es 16/9e, mais c'est pas grave, pas de problème. C'est pas grave. Ok, bon, très bien. Donc nous avons récupéré plusieurs de vos travaux et interventions. Donc celle sur la lumière à la piscine, avec la fameuse jupe et son jeu d'ombre et lumière. Ensuite, la performance que vous avez fait à l'école avec les étudiants, donc avec la quête de la lumière. Et pareil aussi au Grand Palais, donc le même tracé lumineux mais différent à la craie. Et pareil, les performances plutôt sur la façon de traiter l'espace du coup avec les artistes. Les installations aussi dans l'église et ce travail aussi sur les ectoplasmes du coup qui apparaissaient en fonction des effets lumineux et de la fumée, je pense. Et du coup, on a fait toute une planche pour synthétiser notre travail. Après, on voulait éventuellement en mettre d'autres, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de place. Et du coup, on avait surtout retenu l'expérience, le fait que les expériences durent dans le temps finalement, que vous vous appropriez tous les espaces et au fur et à mesure. Donc ça peut pas être dans une certaine durée, ça peut vraiment se prolonger. Donc par exemple pour la piscine, c'était sur 2 ans, il me semble, et que il pouvait y avoir plusieurs projets au sein d'un même espace. Ça dépendait de la manière de le traiter en fait. Et du coup, il y avait cette part de hasard du coup qui était très importante dans les performances et également l'interaction sociale et le rapport du corps à l'espace. Voilà. Oui. En fait, alors en haut, c'est pas du cirque. Hein. Et c'est pas. Non. Oui, non, mais c'est intéressant que vous ayez mis ça. En fait, c'est des exercices pédagogiques à l'école Lecoq. Mais par contre, oui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais... en fait, je vous coupe. En fait, l'idée, c'était qu'on se souvient qu'il y avait aussi la notion du mouvement. Oui, c'est ça. Qui était beaucoup mis en exergue. Et que vous aviez prolongé l'argument en parlant justement de votre intervention avec les gens du cirque. Et du coup, l'idée, c'est de ma faute. C'est assez juste. Et du coup, voilà, il y avait ce lien qu'on avait essayé de faire. Parce que pour le cirque, c'était de leur rendre visible ce qui se passe dans l'espace. Donc voilà, donc ça c'est un outil, le filet. D'accord. Voilà. C'est un outil pour voir en fait. Oui, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Vous pouvez parler de votre objet. Parler de votre objet. À mon objet. Alors, dans une très vieille pochette qui date de 1971, je pense, au Baléares, c'est-à-dire l'année où a été tournée Profession reporter d'Antonioni, j'ai amené ma petite mini DV qui est une espèce d'antiquité, Sony, et voilà, j'ai pris ça, j'aurais pu prendre un crayon, j'aurais pu prendre mon iPhone, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai pris ça comme un objet de captation en fait.
parce que la chose la plus importante pour moi dans mon rapport au monde, en fait, je pense, c'est la question de la plaque sensible, dont je parlais par rapport à Pina Bausch et tout ça. Et finalement, cette caméra, elle est intéressante parce qu'elle capte du son et de l'image. Et elle est très légère, et c'est avec celle-là que j'ai fait le film Out of Water. Okay. Et en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, je peux en même temps sur l'écran, comme ça, bloquer la luminosité et la travailler. Enfin voilà, c'est un outil qui est génial. Bon, simplement c'est du mini DV maintenant, donc c'est un peu compliqué de la faire passer sur les ordi actuels, mais voilà. C'est un peu comme un prolongement de mes propres sensations. Tu peux pas trouver l'équivalent aujourd'hui? En fait, j'ai pas encore cherché. Il faudrait, j'imagine que ça doit exister. Non, en fait, non, je crois pas. En fait, elles sont devenues de plus en plus grand public et c'est ça. de plus en plus automatisées. Voilà, donc celle-là n'est pas du tout automatisée. Ouais. Non, c'est ça qui était bien avec cette génération. Donc ce que je cherche, c'est plutôt la prise qui me permet... Donc c'est pour ça que je garde tous mes vieux ordinateurs, ce qui fait que je sors le film de ça sur un vieil ordi. Enfin, un peu comme mon travail, ça passe d'étape en étape pour finalement arriver un peu compressé, bizarre. Et du coup, ça donne une matière... Et les caméras numériques d'aujourd'hui ne permettent pas au grand public de travailler en manuel. Tu remontes le temps avec l'extraction de ton film, en quelque sorte. Parce qu'il y a des ordinateurs de plus en plus récents pour les traiter. C'est ça. Je suis obligée de garder toutes mes vieilles générations d'ordinateurs. Et je passe de l'un, je saute de 2000 à 2005. C'est ça, ouais. Et ça, c'est l'époque 2000, en fait. D'accord. Il y a deux choses. C'est que déjà, le format était standard. On était sur le mini DV, on restait sur du mini DV. Même aujourd'hui, les caméras grand public ont plein de formats différents en fonction des marques, donc ça peut poser vachement de complications qu'on passe d'une caméra à l'autre, qu'on passe de 50 images secondes à 30 images secondes. Et la deuxième chose, c'est qu'elle garde un aspect effectivement manuel, où il y a beaucoup... Et encore la tienne, elle était avec l'écran digital déjà. Oui, déjà. Parce que la génération d'avant, moi c'était plus la génération d'avant, il n'y avait pas encore l'écran digital et tout était encore des boutons sur la caméra. Aujourd'hui, il n'y a plus de boutons sur la caméra, il n'y a même plus de viseur en fait. Ouais. On ne vise qu'avec l'écran sur les grands publics. Ce qui est très différent quand on filme, alors ça peut être très pratique de filmer avec l'écran, mais ça peut être bien de pouvoir s'isoler dans l'image et de regarder au viseur. Et ça, les viseurs, sur la plupart des grands publics, il n'y a plus de viseur. Et mais c'est pas seulement ça, donc, il me semble, Emmanuel, c'est aussi le fait qu'elle peut travailler complètement en manuel. Oui, en fait, je peux travailler complètement en manuel. En plus, là, je réalise, effectivement, c'est pas très pratique, les mini-DV, mais par contre, c'est des bandes magnétiques encore. Et moi, j'ai commencé très très jeune à faire des montages son sur des bandes magnétiques, mais bon... et en découpant, en collant, etc., en m'amusant. Et voilà, bon, maintenant, c'est vrai que c'est des petites cartes SD, c'est plus pratique que les cassettes mini-DV, où en fait, on est obligé, quand on passe le film, on est obligé de le relire en entier, mais tout ce temps-là, en même temps, il est pas inintéressant, parce que c'est du temps dans la tête, en fait, c'est une manière de se réapproprier ce qu'on a fait, vu que moi, mon travail en général, il est assez instinctif et rapide, du coup, le temps de le repasser, de passer d'un à l'autre, et avec à chaque fois cette déperdition, la question de la déperdition de l'information, en fait, moi, j'essaye d'en faire quelque chose. Finalement, c'est un travail qui est... C'est un peu comme les ectoplasmes, en fait, où c'est juste parce que le soleil retape sur les dessins de lumière que je suis en train de retravailler qui reproduisent une chose. C'est ça, il y a toujours un retour de toute façon, et du coup, enfin, ça crée toujours des interactions. Enfin, juste le temps que vous passez dessus, enfin, ça pousse encore plus loin la performance. Ben, j'essaye. Ouais. C'est marrant, la question du temps, je trouve ça assez intéressant, parce que je voulais... Toi, Philippe, comment tu... parce que tu es dans un processus de recherche où chaque projet est extrêmement différent aussi. Et c'est vrai que nous, on constate aussi, mais la gestion du temps, ce temps de l'extraction dont on parle, finalement, que la gestation du projet, prendre le temps de chercher, d'expérimenter, c'est de plus en plus dur aujourd'hui aussi, des fois, de prendre ce temps-là et de l'affirmer. Je sais pas, nous, des fois, on a une sorte de course un peu effrénée où il faut absolument sortir quelque chose et on aimerait trouver ce temps. Alors le moyen qu'on avait trouvé, c'est un peu la recherche qui nous fait cette espèce de truc parallèle qui va
nous permettent d'aller picorer ponctuellement dedans. Oui, mais quand même, on a la chance, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix de faire des projets sur quand même pas mal sur une durée qui est quand même souvent presque excessive. Necker, c'est quasiment 12 ans. Enfin, bon. Donc ça peut être lourd et contraignant, mais en même temps, c'est quand même très intéressant de pouvoir réfléchir et de maturer un projet sur une aussi longue période, même si, alors on peut dire effectivement le temps de la conception il est peut-être plus réduit, après il y a le temps de chanter, mais il n'empêche quand même qu'on arrive toujours à influencer, enfin à rediriger le projet, enfin, quand on a vraiment une vision un peu à long terme et quand on a un peu l'expérience de comment ça fabrique les projets, on peut bâtir une stratégie justement qui va nous permettre d'utiliser le temps, de retarder certaines décisions pour justement les maturer, et puis en sachant qu'on va pouvoir les réinjecter ou rediriger le projet à la phase suivante. Bon, ça c'est un peu des stratégies, mais ce temps est quand même intéressant d'une certaine manière. Alors après, peut-être tu fais allusion au concours où souvent on a 3 semaines pour faire quelque chose. Mais donc là, je pense que c'est effectivement dans un concours, quand on n'a pas trop le temps, c'est vrai que bon, on réagit à une situation, à un contexte, un programme, un coût, mais bon, de manière évidente, on se sert de l'expérience, des recherches qu'on peut faire, des projets antérieurs ou des choses qu'on n'a pas pu expérimenter. Puis là, on s'aperçoit que finalement, il y a... Donc effectivement, de manière systématique, enfin, il y a une recherche en cours permanente, quoi. Il y a une réflexion permanente qui trouve à se fixer de telle ou telle manière sur les projets qu'on est en train de faire. Oui, ça me fait penser à la stratégie que vous mettez en place, vous. Alors on l'envoie peut-être une trace dans le bouquin qui circule, mais c'est que chez vous, Parc Architecte, il y a un dispositif qu'on pourrait appeler la classe en fait, qui consiste, et dont témoigne un peu ce bouquin, mais qui consiste à essayer de capitaliser le travail des projets, en les classant, les classifiant, etc., mais en sachant évidemment un classement c'est toujours imparfait par définition. Et vous prenez également comme référence la figure de l'encyclopédie, en disant que vous êtes, selon ta formule, les maîtres d'œuvre de l'hétérogène. Et l'encyclopédie, c'est quelque chose qui permet, comme un classeur d'autrefois avec ses articulations, etc., de mettre, où on peut penser à Bill Warburg, de mettre ensemble des images qu'on réassemble en permanence, etc., pour essayer d'établir des cohérences qui sont toujours fragiles, toujours instables, qui sont toujours susceptibles d'être réinjectées dans tel ou tel projet. C'est peut-être ça qui est intéressant, je trouve ça assez intéressant cet échange que vous avez là à l'instant, c'est de se dire, il y a le temps long du projet type Necker où pendant 3 ans tu vas travailler dessus, il y a le temps très très court d'un concours, pendant 3 semaines tu dois cracher quelque chose, mais il y a cette capacité qu'ont les agences à fabriquer de l'archive qui leur permet, voilà. Et ce qu'on peut appeler la générativité de la recherche. Je pense par exemple Toyo Ito aussi qui a beaucoup travaillé là-dessus. On peut essayer d'établir une sorte de générativité de projet de Toyo Ito en prenant toute une série de projets antérieurs, etc., qui vont finir par aboutir sur telle ou telle figure. Ouais, non, c'est essentiel de capitaliser ça et d'avoir une manière de le ranger. L'encyclopédie en études, c'est vrai. Ou la classe maintenant, c'est encore pas trop. Mais enfin. C'est vrai que ce dont je parlais, c'est vraiment le temps de la création. Ces espèces de rythmes un peu effrénés du concours, on nous demande de sortir quelque chose. Et si on a... Enfin, ce qui est parfois difficile, c'est... je pensais à l'objet que tu as montré, qui est quelque chose d'extrêmement simple, qui produit beaucoup d'effets. Ça, je pense qu'il faut un temps de maturation. Oui, mais il y a une intuition dès le départ qui fait que, une culture d'agence qui fait qu'on arrive à s'orienter vers ce thème du paysage et c'est ça qui va produire, in fine, l'effet, quoi. Donc, alors je sais pas comment, moi, ce qui m'interrogeait justement, ce que je voulais savoir, c'est un peu comment toi cette espèce toutes ces réflexions qu'on mène parfois à nous, qui sont des réflexions qu'on perd, qu'on oublie ou qui n'aboutiront jamais, comment est-ce que tu les stockes quelque part?
Je parle dans ton imaginaire. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a une chose, sans répondre directement à la question, il y a une chose qu'on n'aborde jamais, c'est les questions de stratégie, en fait. Oui, parce qu'effectivement, de stratégie par rapport aux situations dans lesquelles on est. C'est-à-dire qu'effectivement, la situation d'une commande privée où on a du temps, on a une discussion avec un client, ou d'un concours où effectivement, dans 3 semaines, 1 mois, on doit sortir un projet. C'est pas la même. Et donc, dans la stratégie, je pense qu'il y a un côté manipulation des idées, des concepts. Pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, dans un concours, c'est évident qu'il y a des choses qui, pour toi, vont te paraître très importantes dans le projet, que tu as déjà identifiées, mais qui vont soit pas dans le cadre de la restitution des documents qu'on te demande, va être totalement inaudible ou va être rejeté. Alors donc c'est pour ça que je parle de manipulation, et donc il faut essayer de voir comment arriver à faire un projet qui va passer, mais en sachant que c'est pas forcément les choses que tu vas montrer qui vont faire que tu vas gagner, qui sont les plus importantes pour toi, c'est juste une façon de gagner le concours, et puis après tu vas revenir réinjecter des choses qui te paraissaient plus importantes, et petit à petit, là, dans un dialogue, tu vas arriver à donc parce qu'effectivement, le temps est nécessaire, 1, pour maturer les concepts, les idées, 2, pour les faire accepter, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Alors, mais moi, en même temps, ça, j'aime bien moi, j'aime bien convaincre, j'aime bien discuter, mais il faut être dans les situations qui le permettent. Donc, souvent, on avance un peu masqué, puis après, il faut que les gens se rendent compte, soient convaincus. Après, c'est la force du projet. Après, c'est une stratégie qui peut être assez intéressante, parce que quelque part, on peut permettre aux clients de découvrir des choses qu'ils n'avaient pas attendues. Ah oui, et nous-mêmes aussi. Oui. Moi, je pense que c'est les choses les plus intéressantes. Là, où je suis le plus content, c'est dans un projet, tout d'un coup, en travaillant sur le projet, tout d'un coup, apparaît quelque chose qui me surprend totalement, mais que j'avais pas du tout imaginé au départ, mais qui est issu du processus, parce qu'on s'est mis dans telle situation, qu'on a les expériences, qu'on a essayé de faire converger tout un tas de choses qui sont comme ça, soit des choses qu'on a réalisées, soit des choses qu'on est en train d'imaginer, ou sur lesquelles on réfléchit, mais qui n'ont pas trouvé de concrétisation. Et là, tout d'un coup, ça émerge par une maquette, par un plan, je sais pas quoi, par une idée de matière. Alors ça, c'est très intéressant. Vivre cette surprise aussi au moment du chantier, du projet final. Le chantier, effectivement, ça c'est la concrétisation qui fait que... moi, je pense qu'un projet, il faut que ce soit toujours mieux. C'est-à-dire que les mauvais projets, c'est quand, évidemment, on voit la perce qu'a fait les concours, on voit la réalisation, c'est souvent rien à voir. Moi, j'aime bien que à chaque phase, ce soit toujours mieux, et que la réalité, évidemment, soit mieux que la perce du concours. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, en général, ça passe par un travail d'élimination successive. C'est-à-dire que c'est éliminer toutes les scories, tout ce qui n'est pas essentiel, et justement d'essayer, espèce de double processus, quoi. C'est-à-dire que à la fois, il faut faire oublier à la maîtrise d'ouvrage, aux gens ce qui les a un peu attirés, séduits au départ, pour progressivement faire monter, en éliminant tout ce qui les a séduits, faire monter les choses qui nous paraissent essentielles. Mais ça, je pense que c'est vraiment le plus important dans le processus de conception, c'est arriver à un moment, savoir quelles sont les choses essentielles et comment les mettre en place en éliminant tout ce qui est accessoire. C'est la meilleure façon d'arriver à un projet vraiment radical, et qui surtout, si vraiment c'est essentiel, c'est la seule façon de convaincre les gens. C'est-à-dire que tout ce qui est accessoire, finalement, ça va être facile. Les gens vont facilement dire ça sert à quoi, pourquoi il y a ça, tout ce qui est de l'ordre du trop formel. De sortir du j'aime pas, en fait, du subjectif. Voilà, et en général, finalement, on s'aperçoit qu'on arrive, même des idées quand même assez radicales, pas forcément évidentes, on arrive à les faire passer, parce que à un moment, il y a une évidence qu'elles trouvent leur place, et que c'est vraiment... Cet essentiel, il est formulé.
Il est formulé par le discours, il est formulé par des documents de présentation spécifiques, des images, des... Ben, je dirais, c'est ce qui fait, c'est le projet, quoi. Enfin, c'est le processus de conception du projet. Est-ce que vous en parlez explicitement? Vous, c'est-à-dire quand tu dis vous, l'agence, à vos interlocuteurs. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on en parle entre nous. Au sein de l'agence. Ouais. Alors, pardon, Ouais. j'allais dire. Oui, je peux répondre là-dessus. Moi, dans mon expérience, qui est évidemment moins énorme, j'imagine, que dans ton agence, mais par exemple, hier, justement, j'étais à Colmar, au musée Unterlinden, pour enfin finir ce projet. Il y a des moments où je trouve que l'essentiel, il émerge parce qu'on est confronté à une situation, qu'elle soit financière ou réelle, et face à cette confrontation, on est obligé de faire des choix. Et donc, en faisant des choix, c'est par la parole et par une discussion. Et ça va être aussi, en ce qui me concerne, par exemple, par des images ou par une manière de formuler visuellement ce que l'on a d'important à dire. Et donc, soit on formule chez soi ou dans son atelier, en tous les cas, pour montrer à l'interlocuteur. Et déjà là, on est en train d'éliminer des choses et on trouve la forme qui va percuter chez l'autre, en fait. Soit ça se formule en direct, presque comme si on est sur un chantier. En architecture, dans la fabrication de l'essentiel, il y a aussi les moyens qu'on utilise, l'outil. Et à un moment donné, au sein de l'agence, je trouve, quand on est dans des discussions sur la recherche de qu'est-ce qui est vraiment le caractère essentiel d'un projet, ça va souvent de pair avec une manière de dessiner, ou une manière de représenter le projet, ou une maquette, ou un 3D, j'en sais rien, ça peut être une photo. Ou une photo, ou des photos, ou même tout un jeu de référence, mais qui deviennent un espèce d'outil de conception qui va filer le projet et qui va nous aider à tenir cette ligne, en fait. C'est ce qu'on voit dans Pragma, je pense. Ouais, par exemple. Il y a des espèces de choses très simples. Mais c'est vrai qu'on le voit assez bien dans votre façon de faire, on le voit très bien chez Emmanuel. Je trouve que c'est moins évident chez Philippe, ou plus exactement dans ce que vous donnez à voir de votre production. On en parlait quand tu étais ici autour de la table la première fois. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a peu du processus de conception qui est restitué. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Mais parce que aussi, alors, dans ce processus de conception et par rapport à cette idée-là, cette stratégie sur l'essentiel, moi, quand on fait les projets, je retarde toujours au maximum la formalisation du projet. C'est-à-dire on n'utilise pas d'image, enfin, j'essaie justement de rester dans une idée qui est plus une idée de concept. Enfin, plus travailler le plus longtemps possible sur les concepts et de pas le traduire le plus tard possible, justement pour pas se faire tout de suite bouffer par une image. Bon, c'est ce que j'essaie de dire toujours aux étudiants en général. Dans les rendus, je leur demande pas de faire de perse. J'essaie de retarder un peu cette... Pour moi, l'image, ça sert à la communication, mais c'est une fois que le projet est terminé, voilà, puis après faut vendre le projet. Mais c'est sûrement pas... Bon, ça peut l'être, mais en tout cas, nous, c'est pas l'outil de conception principal. Et donc, alors souvent, c'est vrai que ça énerve un peu les gens à l'agence, mais parce que j'ai les choses en tête, et souvent, je leur dis non, mais on fait pas de façade. C'est vrai que des fois, c'est un peu bizarre parce que il n'y a pas de. Donc, on travaille plutôt sur des éléments, on réfléchit sur des matériaux, sur des façons de les mettre, de les assembler, sur des bouts, voilà. Et moi, j'aime bien retarder le plus possible, l'expression formelle du projet, parce que je pense qu'à partir du moment où on commence à la traduire, ça interrompt un peu le processus. Pas de figure emblématique non plus pour porter cette idée-là. Ouais, alors effectivement, après il faut les trouver, c'est ça qui est compliqué, ouais, effectivement. On arrive très vite dans la forme, donc, justement. On met longtemps à mettre au point, en fait. On revient, on la sculpte, sans être formel non plus, mais aussi beaucoup en maquette. On l'a jamais fait. Et nous, on travaille beaucoup en maquette aussi. Mais moi, j'aime bien travailler avec des maquettes très abstraites, des maquettes conceptuelles très abstraites, pas forcément qui vont exprimer immédiatement le projet. Moi, quand je parlais d'image, c'est juste que ma matière, c'est l'image. Oui, donc je mets 3 images ensemble et savoir pour ça que ce sera le résultat. Voilà, c'est ça.
Et finalement, ces bouts-là, dans la finalité, ça donne quoi? C'est quoi tous ces morceaux de choses? À quel moment est-ce que éclot quelque chose? C'est hasard au moment où finalement on a trouvé une cohérence d'ensemble, et où par exemple là, sur Necker, alors bon, il ne faut pas réduire ça parce qu'effectivement, surtout un projet comme Necker, c'est énormément de choses très complexes. Mais c'est par exemple c'est toute la façon dont on a travaillé l'enveloppe à partir du verre. C'est-à-dire que moi je voulais vraiment essayer d'expérimenter un peu toutes les façons d'utiliser en fait ce matériau et qui à la fois par rapport aux effets qu'il donnait, aux sensations, à l'expérience sensible qu'il permet d'avoir, mais aussi par rapport à des choses assez triviales de créer un cadre, d'avoir un panorama, de séparer thermiquement ou pas, visuellement, etc. etc. Donc là, il y a eu, c'est vrai, tout un travail qui est... Donc après, effectivement, vous avez assez bien, voilà, après, il y avait comment on l'a plissé, comment... C'est assez bien, les images sont assez bien choisies parce que effectivement, c'est les 3 opérations principales qu'on a mis en application. Bon, après, il faut voir que derrière tout ça, aussi, on n'en a pas trop parlé, mais parallèlement à ça, il y a, et notamment pour Necker, il y a un travail technique assez complexe quand même, assez pointu. Parce que par exemple la façade technique est aussi sur la réglementation, parce que bon voilà, il y a les pompiers qui rentrent en jeu, donc c'est un peu compliqué tout ça. Et effectivement, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand les choses sont pas, quand on n'est pas convaincu par l'essentialité des choses qu'on est en train de faire, très vite après, parce qu'il faut savoir que à partir du moment où on a une idée en architecture, cette idée va être combattue tout le temps, dès qu'on l'a posée par tout le monde, le client, les contraintes, les contraintes réglementaires, les pompiers, etc., etc. Donc à la fin, si on n'a pas vraiment travaillé l'essentiel, à la fin il ne reste plus rien, ou c'est tellement dénaturé que ça n'a aucun sens. Donc là par exemple la façade plissée elle est suspendue, enfin, on a beaucoup travaillé, mais il y a tout un tas de problèmes par rapport à cette double peau, parce que les pompiers ne voulaient plus de double peau qui ne soit pas recoupée. En fait c'est la dernière qui a été faite à Paris, non recoupée. Ouais. Et bon ben là il y a une certaine prise de risque, parce que l'histoire de ça c'est que moi j'étais hors de question de la recouper. Et donc le bureau de contrôle a fait un avis défavorable. Et moi j'étais à peu près sûr parce que en fait pourquoi ils veulent la recouper, parce qu'ils veulent pas que ça serve de cheminée ou qui concentre les fumées, et que donc les fumées chaudes après propagent le feu, etc., etc. Mais bon, nous on avait mis, alors c'est là où finalement des fois l'architecture c'est des trucs simples. On avait une grande bande, une grande ouverture en bas, c'était assez ouvert en haut. Je me suis dit, franchement, si on fout de la fumée là-dedans, il y a un tel effet de cheminée, ça va passer. Et donc les pompiers, on se dit, ouais, ok, nous on veut bien, mais il faut que vous fassiez des calculs au feu, des trucs très compliqués qui valent une fortune. J'ai dit, non, bon, on va faire le pari, on va la construire, puis on fera l'essai, vous mettrez de la fumée dedans et tout. Mais bon, c'était un peu risqué de ma part, parce qu'il n'y avait pas trop d'issue. Si ça marchait pas, j'étais un peu dans la merde quand même. Et on l'a fait. Et on l'a fait pendant le chantier. Enfin, on a construit cette façade a été construite avant la fin du chantier. Et les pompiers ont foutu des fumigènes en bas, et c'était génial parce qu'en même pas 30 secondes, la fumée est complètement est partie comme ça. Bon, j'étais un peu content de moi, mais bon, j'étais assez. Bon, mais c'était un risque quand même. Donc il y a des moments aussi, il faut savoir prendre des risques qui sont un peu, voilà, c'est un peu des paris. Ouais, non, mais c'est assez juste. Prendre un risque, mais mesurer, quoi. On l'a fait, je pense. Oui, non, mais je suis complètement irresponsable. Hein, c'est que. Bon, mais il y a des fois. Non, mais alors, ça c'est intéressant, ça touche par rapport aux étudiants. Il y a des fois, par exemple, on dit on va faire ça, on ne sait pas du tout comment on va le faire. Hein. Et puis on comment trouve, on va le faire ou ce que ça va donner. Non, ce que ça va donner, ça en général, non, parce qu'on est toujours nous dans cette idée que quand même, si on propose des idées ou des concepts, c'est par rapport à une finalité dont on sait qu'elle va être
Alors, ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est quand on en découvre toujours et que ça nous donne plus que ce qu'on imaginait. En général, ça, c'est plutôt bien. Mais des fois, on ne sait pas très bien comment on va le faire, quoi. Mais bon, voilà. Après, c'est le projet. C'est toujours. Il faut surtout pas être brimé par la technique, par la réglementation. Par exemple, rue de l'Ourcq, ça c'est un truc. On était parti sur cette idée de la contrainte paradoxale, c'est-à-dire que au départ, on s'était dit, la parcelle est très étroite, hein, ça fait même pas 15 mètres. Mais moi, je voulais vraiment cette ouverture. Je voulais ouvrir sur l'intérieur, donc il n'y avait pas la place. Et finalement, on n'avait pas de place. On s'est dit, bah, si on n'arrivait pas à trouver un projet. Enfin bon. Et je me souviens très bien. Enfin, j'étais revenu à l'agence un dimanche après-midi, et puis je me suis dit, bon, finalement, on n'arrive à rien. On perd encore plus de place. On va voir ce qui va. Je fais un grand trou dans la façade. On va voir ce qui va se passer. C'est un peu comme ça que j'ai trouvé et effectivement, à partir de ce moment-là, c'est génial. En une après-midi, un dimanche, tout s'est enchaîné. Bon, en général, quand les projets, c'est grisant. Voilà. Bon, c'est pas forcément. Voilà que finalement, on arrive à trouver l'enchaînement un peu vertueux qui fait que tout va bien. Ça ne veut pas dire que tous les projets bien sont comme ça. Il y a des projets. Necker, c'est un projet où c'était long, où les choses. Voilà, il faut y aller. Faut pied à pied se battre sur tous les trucs, mais bon, des fois, voilà, ça s'enchaîne convenablement. Donc, des fois, faut se mettre en danger pour oublier un peu tout ce qui peut bloquer un projet et puis essayer, voilà. Je dirais un peu, l'idée moi aussi, qu'on fait souvent, c'est sélectionner les contraintes, parce que souvent, on nous donne à résoudre une sorte d'équation impossible avec des contraintes dans tous les sens, et il faut quelque part faire le choix d'en prioriser certaines, en considérant que c'est des contraintes majeures, et d'en tirer parti, et éliminer d'autres contraintes auxquelles on ne pourra de fait pas nécessairement répondre. Et en fait, la puissance d'une réponse va soit éliminer les autres problèmes, soit les rendre complètement secondaires et caduques. Ça, c'est aussi une stratégie qui est en tous les cas, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est absolument prendre le pas. Enfin, faut vraiment dominer voilà, toutes les programmes, les situations. Enfin, alors c'est difficile, mais il faut parce qu'on se dit voilà, j'ai des tas de choses à savoir, je dois répondre à des tas de trucs, mais si on commence comme ça, c'est une catastrophe, quoi. Donc c'est pour ça aussi, par rapport à ce que je disais sur ce qu'on rendait au concours, il ne faut pas essayer de régler tout en même temps, parce que ça c'est le plus sûr moyen d'arriver à rien. Donc on sait que, voilà, quand je disais, il y a des choses qu'on met en place, mais on ne sait pas comment on va les régler. Ça veut dire que voilà, il y a en même temps faire un projet en général, ça dure plusieurs mois, voire quelques années. Quand je vais le concevoir avant le chantier, c'est pas pour rien non plus. C'est que voilà, ça donne le temps, donc et ça permet à la fois cette élimination des choses accessoires et en même temps de maturer et de mettre au point certaines autres. Donc souvent on part sur des projets un peu voilà, on a des idées très fortes, mais il y a plein de choses. On ne sait pas très bien encore comment on va le régler. Il y a plein de choses, on sait que réglementairement on est totalement enfin, voire complètement à côté, mais que bon, voilà, on va y arriver, quoi. Mais bon, il faut un peu une dose d'optimisme, un peu. Mais c'est ce qui est drôle un peu aussi, hein, parce que sinon. C'est parfois aussi, aussi avec les règles d'urbanisme, il faut savoir des fois oser quelque chose qui dépasse une situation trop contrainte, où on provoque une nouvelle situation urbaine. Ça, c'est efficace aussi souvent. Voilà, oui, tout à fait. Comme manière de voir. On va passer à la suite, qu'il ne reste pas beaucoup de temps en fait. Du coup, on va passer à la notion d'enseignement en fait, qui est une notion qui évidemment vous rassemble tous autour de cette table. Je pense même à M. Doutriot, M. Migneux, même M. Fontaine. Et du coup, en fait, voilà, la question c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir enseignant déjà en règle générale, mais aussi dans l'école. Finalement, pourquoi l'ENSA PVS? Est-ce que c'est quelque chose c'est un choix parce que c'était la seule solution ou parce que finalement on est venu vous chercher voilà. Je vais peut-être commencer. C'est un piège alors. Ouais. On s'est dit que ça serait peut-être un peu audition de première année. On voulait pas que ça te fasse trop, mais. J'ai toujours trouvé cette question dans les auditions un peu particulière. Mais bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait.
Est-ce que par exemple, Moi, en premier, si ça vous va. Je veux pas. Non, à l'école ici, c'est parce que je suis rentrée en concours en fait et qu'il fallait que je sois à Paris à ce moment-là. Et donc c'était la seule école parisienne qui se proposait. Donc j'ai concouru sur cette école et voilà. Et bon, après, très bien. Et après, l'enseignement, en fait, moi, je voulais pas du tout faire ça au départ. Et on me l'a proposé. Mais par contre, comme, donc, je sais plus si je vous l'avais dit, mais en fait, je suis architecte. Mais je voulais pas, j'ai jamais voulu construire. Donc, j'ai jamais voulu travailler en agence, que ça me correspondait pas du tout. Donc du coup, c'était aussi une solution pour gagner ma vie et financer mon travail. Donc voilà, c'est deux choses comme ça qui se sont mises. Et du coup, j'ai enseigné donc en Beaux-Arts, en école de cirque, plein de choses différentes. Et c'est devenu le lieu de ma recherche aussi, en fait. Parce que justement, je me suis rendu compte que quand si on travaille tout seul chez soi, ça va, on fait ce qu'on veut. À partir du moment où on commence à installer dans des musées avec des contraintes, etc., on n'arrive pas, j'imagine qu'on a le même genre de problème, et on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on veut, tandis que quand on est avec des étudiants dans une salle comme celle-là, par exemple, on peut les pousser à tester des choses de façon très libre, avec une pensée précise, mais il n'y a pas de contraintes, voilà. Enfin, les contraintes sont d'un autre ordre. Donc du coup, voilà, au départ, c'était pas forcément voulu, mais ça a été un outil pour me permettre de travailler, et maintenant c'est aussi presque un outil laboratoire. D'accord. Moi non, l'approche de l'enseignement, moi il m'a fallu du temps avant de me dire que j'avais envie ou pouvais enseigner. Finalement, j'avais besoin d'avoir un peu d'expérience, de pratique avant de me jeter à l'eau. Ouais. C'est finalement après quasiment 13-14 ans d'expérience que j'ai décidé de me jeter à l'eau. Après mon arrivée à Val-de-Seine sur concours aussi, et donc j'ai été pris très bien. C'est une école qui me convenait, pour laquelle j'avais postulé. D'accord. Parce que assez diversifiée, et du coup je pensais qu'elle pouvait permettre, elle était suffisamment ouverte pour permettre de faire ce que j'avais envie de faire en fait, et pas forcément rentrer dans une doctrine. Voilà. Mais c'est aussi une notion de, quand on rentre dans une école, par exemple comme Val-de-Seine, il y a une notion de qu'est-ce que vous proposez comme projet pédagogique. Enfin, j'imagine que bien sûr, il y a une... Et c'est quelque chose qui, parce que vous dites 13-14 ans, c'était pour pouvoir construire ce projet pédagogique, ou finalement c'était simplement aussi l'idée de pouvoir se lancer, de se sentir. Comment ? Il y a la notion de se lancer d'une part, mais c'est surtout de mettre au point une posture, une manière de voir le monde, et d'en décliner une pédagogie. Ça prend un peu de temps aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, ouais. Sauf si on la fabrique. Sauf si on la fabrique en la faisant, mais... Et donc on expérimente. On en revient à expérimenter. Monsieur Gabi. Alors, donc, moi j'ai trois périodes dans mon activité d'enseignant. Là. Au début, c'est vrai qu'on est venu me chercher, en fait. C'était une période... j'ai pas été à l'initiative. Voilà, on est venu me chercher. C'était Georges Morios, à l'époque, qui était président de Paris La Défense, et qui m'a demandé d'être maître assistant. Finalement, alors, effectivement, moi, c'était aussi au bout de je sais pas, 10-15 ans d'activité. Et effectivement, moi, ça a été un peu une révélation tout d'un coup. En plus, à l'époque, on faisait beaucoup de projets. Enfin, bon, on était complètement un peu le nez dans le guidon, et c'était une façon un peu de reprendre un peu du souffle et de réfléchir avant tout à ce qu'on était en train de faire, et puis de voir comment le transmettre et de voir comment le prolonger avec les étudiants. Et puis, au bout de quelques années, il y a eu ce projet de constituer une école, alors qui au départ n'était pas, il n'y avait pas
Il n'y avait pas de bâtiment précis, mais on savait qu'il y avait la Défense, à l'époque Villemain, puis quelques autres écoles qui allaient un peu disparaître, se renouveler. Et donc avec, autour d'Yves Lion, d'Alexandre Chemetov, il y avait François Leclerc, Jacques Lucan, enfin un certain nombre de gens. C'est vrai qu'on se connaissait assez bien et on avait pas mal d'idées communes. Donc c'est une expérience vraiment intéressante. Pendant 1 an et demi, on s'est réunis tous les samedis matins pour concevoir une école de A à Z. C'était assez génial. Donc on était une vingtaine de profs. Et donc on a conçu, et puis ça s'est traduit dans la création de Marne-la-Vallée. Donc ça, c'est une expérience assez intéressante. Puisque il y a eu cette chance un peu finalement, ça aurait pu être pour Val-de-Seine, mais en fait ça s'est fait juste quelques années avant sur Marne-la-Vallée, d'être à l'origine finalement d'une école, d'un projet pédagogique. Et donc ça a dû, moi j'y suis resté 4-5 ans. Et alors en même temps, ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est finalement, c'est hyper intéressant de mettre au point comme ça à plusieurs profs une pédagogie. Au bout de 4-5 ans, c'est un peu pénible de refaire tout le temps la même chose. Donc c'est un peu les limites de l'exercice. C'est aussi les limites de se dire que finalement on va prendre un étudiant en première année. Enfin ça c'est mon point de vue, c'est pas forcément le point de vue de tous les autres enseignants. Il y en a beaucoup qui sont toujours là-bas. De prendre un étudiant en première année, puis jusqu'à la 5e année, on va le former. Bon, je pense que finalement, c'est bien que les gens aillent voir ailleurs, y compris à l'intérieur d'une école. Et qu'à l'intérieur de l'école, ça bouge. Je disais, ouais, bon. Donc c'est un peu les limites, mais en même temps, c'était une expérience vraiment très intéressante. Et surtout, je pense, les 2-3 premières années à Marne, c'était vachement bien. On a vraiment fait des choses très très intéressantes. Moi, à l'époque, je m'occupais on avait mis ensemble les 3e et 4e années. On travaillait beaucoup sur le logement. Et en plus, on a commencé à intégrer des étudiants des ponts et chaussées. Donc c'était vraiment, on a vraiment fait des choses vraiment bien. Et puis en fait, il y avait un peu la lassitude. 2, moi j'étais toujours maître assistant et tous les 3 ans je devais me justifier sur le fait que pourquoi vous voulez toujours être étudiant, repasser des trucs, donc ça m'a un peu gonflé. Donc je me suis dit autant être titulaire, comme ça j'aurais pas à me justifier tout le temps. Donc et puis c'est comme ça que j'ai passé le concours, j'ai été pris. À l'époque, il y avait une place à Val-de-Seine. Voilà. Et donc, c'était la 3e partie. Alors, je dois dire un peu plus chaotique, un peu moins ordonnée. Quelques mots, parce que là, on n'est pas loin de la fin. Ouais. Et mais de toute façon, c'est peut-être pas à moi de porter un jugement sur l'école. Monsieur Fontenay. C'est à Hugues de... Pourquoi l'enseignement ? Oui, pour l'enseignement. Pour l'enseignement, bien sûr. Pour moi, c'était très clair dès, je crois, la 2e ou 3e année d'études. Je me suis rendu compte que tous les architectes qui m'intéressaient, que je trouvais plutôt intelligents, c'était des gens qui ne reposaient pas économiquement sur leur agence, mais qui reposaient économiquement sur l'enseignement. Et parce que ça leur permettait de garder du temps pour réfléchir. Pour pas que économiquement aussi, intellectuellement aussi peut-être. Intellectuellement, mais l'un il y a l'autre. Si économiquement on a besoin de produire pour gagner sa croûte, évidemment on n'a plus le temps de réfléchir. Et comme en plus j'avais un cadre d'enseignement qui faisait qu'on était très axé, très poussé par mes enseignants sur les questions de la recherche, etc., ça s'est fait très vite. Je savais qu'il fallait faire d'autres études en parallèle, avoir un doctorat, engagé là-dessus. Que tu as passé très tôt. Très tôt, oui, juste après. Ouais. Et voilà, c'était normal pour devenir architecte dans la perspective d'avoir une activité professionnelle non totalement dépendante des aléas de la commande. Mais je te demande peut-être par rapport au travail, ce que disait Emmanuel, c'est que aussi c'est un lieu d'expérimentation et plus qu'un lieu, un moment et un échange d'expérimentation. Je pense qu'au niveau intellectuel, par rapport à un travail en agence, c'est extrêmement contraint. Peut-être un peu la liberté qu'on trouve avec des formes de recherche ou de publication en marge des projets. Il y a aussi une forme de jouissance dans l'enseignement du projet avec les étudiants où on n'est que sur l'idée du projet et on s'enlève toutes ces contraintes qui peuvent être fastidieuses sur le long terme, qui peuvent être très nourricières aussi par rapport à un projet réel, mais
On est juste sur la production intellectuelle du projet avec les étudiants. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nourrit aussi le travail en agence. Je répondrai aussi pour ma part, Pardon. en disant, non mais je t'en prie, en disant qu'une forme comme celle-ci, ça correspond aussi assez bien à ce que l'enseignement peut permettre de faire, de produire. C'est-à-dire qu'on est un peu entre les choses, quoi. C'est-à-dire on est professionnel autour de la table, étudiant, dans une relation, moi j'ai pas peur de ce terme-là, que je trouve pas si vulgaire que ça, de médiation, quoi. Consiste à dire, mais d'où venez-vous, qui êtes-vous, où allez-vous, vous autres, vers quoi vous dirigez-vous, etc. Et là, il y a un lieu d'entrecroisement qui permet d'essayer de comparer des formes de pratique, s'interroger sur la manière dont les gens travaillent. L'économie était quand même un petit peu présente autour de la table, assez souvent quand même. Ça me semble assez intéressant. Et moi, pour ma part, ma pratique, elle a toujours été sur le micro, sur des petites expériences fines, mais besogneuses de la petite échelle, sur l'écriture, sur une certaine forme de recherche, mais je pense que l'école, c'est précisément un lieu social, en fait, sociétal, où les choses s'échangent. C'est un espace relationnel, je pense que ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est sûr. Je reviens, je vais essayer de faire un peu plus par rapport à l'image que vous avez mis au début avec les gens qui sourient. Du coup, vous êtes heureux est-ce que c'est quelque chose qui vous apporte dans la vie d'enseigner parce qu'on a tendance à dire que les gens ne veulent plus enseigner au fur et à mesure des années, que ce soit dans beaucoup de domaines, que c'est de moins en moins de professeurs. C'est quelque chose qui vous apporte. Il y a tellement de gens qui veulent rentrer. Ah oui. Mais nous, en tout cas, dans notre génération, il y a beaucoup c'est quelque chose, les professeurs des petites écoles, par exemple, mais même de l'enseignement supérieur. Ah, vous voulez dire dans le secondaire ou ailleurs, enfin, Ah oui, en général. Mais l'enseignement en général vous apporte... Je pense que c'est très différent l'enseignement en secondaire de l'enseignement en université. Nous, on est quand même... moi, je pensais plus pour votre travail. Dans ce sens-là, c'est qu'on a quand même une très grande liberté de notre enseignement. Et ça, je pense qu'en secondaire, ils sont contraints par des réformes et des attentes spécifiques qui ne correspondent pas forcément à leur réalité de terrain, qui doit être très fatigant. Enfin, secondaire, c'est quoi? C'est le lycée, on est d'accord? Oui, ce qui est avant l'universitaire, on peut dire finalement, dans l'enseignement universitaire, la plupart des étudiants sont là par choix. Donc, il y a aussi c'est un espace de médiation parce qu'on est tous là pour un peu les mêmes choses. Donc, d'un seul coup, c'est un peu plus facile. Mais ça reste assez grisant d'enseigner en fait, parce que c'est une ouverture hors des contraintes, ça rejoint ce que tu disais. Ça permet de s'extraire et d'être en parallèle. Après, est-ce que ça nourrit spécifiquement la production en agence? Pas forcément, mais c'est un temps hors de l'agence en fait, qui est vachement bénéfique. Ça peut être un peu le dire. Ouais. Oui, même théoriquement, c'est le travail qu'on fait en agence qui nourrit l'enseignement. C'est plutôt ça. Mais je pense que c'est aussi une responsabilité. C'est de dire, voilà, on est responsable de la transmission et de la formation, entre guillemets, mais c'est pas vraiment le terme exact, mais des générations qui nous suivent. Pardon. Alors, moi, j'aime beaucoup ça. Parce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, ça n'avait pas l'air de... Et aussi parce que je suis extrêmement curieuse des autres. Enfin, j'aime beaucoup rencontrer toutes les générations. Et au contraire, je trouve que plus je vieillis, et mieux c'est parce que plus je m'éloigne en fait de la génération. Et donc, plus je découvre de choses. Après, effectivement, forcément, c'est plutôt notre travail qui va nourrir l'enseignement, mais comme j'expliquais tout à l'heure, il y a cette espèce d'aller-retour qui se met en place entre ce qu'on peut expérimenter ici et... Enfin, moi, je croise pas mal, quoi. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder tous les thèmes, peut-être passer au thème de l'écologie qui était... Oula, c'est un peu comme les débats télévisés. Parce que l'écologie... Mais voilà, il reste quelques minutes. Sur l'écologie. Abordons un thème houleux. Non, mais je pense que c'était un terme qui, en tout cas, nous, ça nous a intéressé. Au moment où on a imaginé l'organisation, on s'est dit que finalement, c'est quand même un thème qui aujourd'hui est beaucoup remis en avant et qui du coup mérite peut-être d'être éclairci dans chacun des domaines, que ce soit l'art ou l'architecture.
Et je pense que vous n'aurez pas forcément la même notion chacun de ce que c'est, donc ça pourrait être intéressant de l'expliciter, peut-être dans votre agence à vous. Il reste 2 minutes 50, j'insiste là-dessus. Ah ouais, j'ai 2 minutes à la montre. 2 minutes 50. Oui, mais bon, il faut tout ranger. Ok, Faut balayer. c'est comme on veut, sinon on peut clore. Peut-être un peu vaste. C'est vaste. À ce moment-là, on peut tout à fait clair. Tu l'as évoqué au début. Oui. Oui, ça, Soyons économes de notre temps, c'est qui écologique. est une manière peut-être un peu, non pas une boutade, mais un pas légèrement de côté. C'est une non-conclusion pour ma part. Une non-conclusion pour ma part, c'est quand on a introduit ce cours, j'avais fait état, moi c'était les hypothèses que je posais, qu'il y avait un certain nombre de notions qui pouvaient peut-être rassembler, mais c'est lié aussi à nos échanges autour de la table du domaine d'études, les contributeurs du domaine d'études de 3 expérimentales, qui avaient trait au faire dans toutes ses dimensions, à la fabrication, à une certaine relation au réel, au comment des processus, des dispositifs, des protocoles, par exemple comment le protocole d'artiste peut aussi être un miroir de la question des dispositifs dans des relations plus complexes qui sont celles du projet d'architecture, celle du commun, partage des ressources, des droits, des obligations, gouvernance, forme collaborative, celle de l'ambiance. Et il me semble que dans ce qu'on a vu là, à travers les 4 contributions, ça n'est qu'un point de vue personnel externe, il me semble qu'il y a une notion dans laquelle on arrive à cristalliser à peu près toutes ces approches, c'est plus particulièrement celle de l'ambiance, je trouve. C'est un concours de circonstances, on prendra un autre panel l'année prochaine, les questions seraient sans doute moins convergentes, mais ce que je vois vraiment très fort chez Chapon, Gazo, Serrero, Bouillet, si on peut dire les choses comme ça, c'est la forme n'est pas première, une certaine forme chez les architectes, non pas de réticence à l'égard des programmes, mais le programme n'est pas tout. Un rapport distancié à la question de l'histoire et de la culture architecturale, qui est présent, mais on n'est pas dans une relation spécifiquement intradisciplinaire de la production, etc. Et par contre, il me semble que vos productions, c'est ça que j'ai trouvé assez étonnant, enfin y réfléchir, parce que je fais aussi état de mes propres obsessions évidemment, mais il y a quelque chose qui rejoint ce format triptyque de l'ambiance qui tient au mesurable, au sensoriel et au sensible et au relationnel, très souvent dans vos productions, d'une part, ou bien on peut le dire autrement, à quelque chose qui aurait trait à la question du milieu, à celle du moment, du temps, enfin, je pense, et à celle de l'événement. Milieu, moment, événement. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose là qui me semble être assez intéressant, remarquable, qui est une des voies pour creuser peut-être nos approches communes dans le domaine d'études. Merci. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Merci à vous. La petite musique.